à cet nouvel épisode de Avez-vous vu? Épisode numéro 8. Cette semaine, nous allons discuter de petites séries, encore dans l'espace. Ah, l'espace. Des petites séries à petit budget, mais qui ont dérangé un peu, dans le bon sens de déranger. Ils ont attiré l'attention. La première série, c'est la série Andromeda. Ce qui est spécial avec cette série, c'est une série télévisée américo-canadienne de science-fiction. 110 épisodes de 45 minutes, développé par Robert Hewitt Wolf, d'après l'univers de Gene Roddenberry. Eh oui, notre cher monsieur Star Trek avait créé un autre univers, l'univers de Andromède. Donc, cette série fut diffusée entre octobre 2000 et mai 2005 en syndication. Donc, le synopsis. Suite à la signature d'un traité de paix entre l'Alliance interplanétaire, connue sous le nom de la République, et le peuple Magog. Entre lézards, poilus, charognards, sont spéciales, sont vraiment spéciales. Une race appelée les Nietzschéens se rebellent et anéantissent la République. Dans ce piège, le vaisseau de la garde suprême, l'Andromeda Ascendant, et tente de fuir et est happé par un trou noir pendant un combat alors que l'équipage tentait de se sauver. Le commandant Dylan Hunt et Andromeda sont plongés dans une stase pendant 300 ans. Après ce 300 ans, donc, l'Andromeda devient légende et l'équipe du Eureka Maru ont finalement trouvé l'Andromeda Ascendant. Donc, la capitaine Becca Valentine et l'équipage du cargo retrouvent le vaisseau devenu légendaire et tentent de se l'approprier pour le revendre. Mais c'était sans compter sur le fait que Dylan Hunt soit toujours en vie et Andromeda toujours fonctionnel. Suite à ça, le capitaine Dylan Hunt, tout au long de la série, tente de ramener la fédération, et puis c'est ça, hein, il rencontre des embûches, ça avance, ça recule, ça va de côté, on découvre des pouvoirs assez exceptionnels sur un personnage qu'on ne pensait pas. Il y a la trahison, il y a des... c'est varié, c'est vraiment varié, c'est vraiment large. Mais c'est quand même une pas pire série. Moi j'ai quand même aimé cette série-là, malgré qu'il y a quelques épisodes qui m'ont fait sourciller. Mais en général, c'est différent. C'est vraiment différent comme série. Donc, on va passer aux personnages avant que j'aie plus de temps. Donc, personnages principaux, on a Kevin Sorbo qui fait le capitaine Dylan Hunt. Kevin Sorbo qui précédemment avait fait la série Hercule. Lisa Ryder, capitaine Becca Valentine,
Keith Hamilton Cobb, Tyr Anasazi, Nietzschéen. Laura Bertram, Trans Gemini, qui évolue au cours de la série. Branstead, ou State, un ou l'autre. Lui fait Rev Ben, un Magog. Et une petite histoire par rapport à ça. Il a fait 1 ou 2 saisons. Et puis, il a été obligé d'arrêter parce que le maquillage et le costume synthétique, il a fait une réaction. Et puis, il a été obligé d'abandonner quelques temps pour se faire traiter. Et il est revenu comme acteur invité avec un maquillage plus léger. Donc, continuons. Nous avons Gordon Michael Woolvett qui fait Seamus Harper. Pas comme un autre Harper. On a Lexa Doig qui fait l'avatar d'Andromeda. Ça sonne bizarre, mais allez sur Internet, allez voir un épisode, vous allez voir, c'est étrange comment ça fonctionne, la relation entre le vaisseau et le capitaine. Nous avons Steve Bakik, Telemachus Rhade, saison 4 et 5. Mais M. Bakik, ou Bakchik, ou je ne sais pas trop, a fait aussi le pilote en tant qu'un autre, l'ancêtre de Telemachus. Brandy Ledford, en saison 5, Doyle. Donc, ça fait à peu près le tour de cette série. On prend une petite pause. Je vais reprendre mon souffle et on revient à Avez-vous vu? Elle se lève de bonne heure. Elle se retrousse les manches. Elle déplace des montagnes. Elle s'affiche avec fierté. Elle donne le meilleur d'elle-même. Elle chuchote des je t'aime. Elle peut même parler d'argent. Elle inspire les plus belles chansons. Elle réinvente des traditions. Elle passe de la parole aux actes. Elle est sur toutes les lèvres. Elle évolue avec son temps. La langue française, elle est bien québécoise. Si on regarde nos prévisions de l'an passé, à pareille date, on observe un manque à gagner de 5 millions. 5 millions. Va falloir donner un coup cette semaine. Tu t'occupes du dossier de Vancouver. Je m'en occupe. Martin, relance Wilson au plus vite. OK. Sophie? Oui? Appelle Toronto, je veux un rendez-vous jeudi ou plus tard. Parfait. Vous ne pouvez pas avoir la tête ailleurs quand vous traversez un chantier routier. Conducteur, regardez mieux. Il y a peut-être une moto qui s'en vient. Motocycliste, respectez les limites de vitesse. Vous donnerez plus de temps aux autres de vous voir. Nous sommes de retour et nous parlons d'une autre série qui a marqué l'histoire. Pas de la télévision parce que cette série-là, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Elle a juste une saison. Elle n'a pas fait fureur, selon les télédiffuseurs. Le créateur, lui, était heureux quand même du listing qu'il avait eu. Mais les télédiffuseurs n'étaient pas satisfaits. Ils étaient habitués aux chiffres, au nombre de téléspectateurs des séries Star Trek ou des séries à plus grand déploiement. Donc, cette série, ça s'appelle Firefly.
La série Firefly, c'est ça, n'a pas fait fureur en télédiffusion. Elle a fait fureur petit à petit. Et puis, c'est devenu maintenant un classique du science-fiction. Après coup, après la diffusion. Et ils se sont rendus compte, là, après ça, ils ont décidé de faire un film. Donc, la série Firefly est une série télévisée américaine de space western. C'est ça qui est spécial. C'est un western de l'espace qui a été, c'était seulement à 14 épisodes de 45 minutes seulement. Créé par le scénariste et réalisateur Joss Whedon. C'est un nom, vous dites quoi? Voici. Avec sa société de production Mutant Enemy. Whedon a été le producteur exécutif avec Tim Minear. Donc, l'action se déroule au 24e siècle. J'ai de la misère, ça n'a pas de bon sens. En 2517, après l'installation des humains dans un nouveau système stellaire, et suit les aventures de l'équipage renégat du Serenity, un vaisseau de la classe Firefly. L'histoire dépeint les 9 personnages vivant sur le Serenity. Whedon a présumé la série comme 9 personnes regardant l'obscurité de l'espace et voyant 9 choses différentes. C'est à peu près ça. Firefly explore ainsi les vies de ces personnes qui, pour la plupart, ont combattu dans le camp perdant d'une guerre civile et qui maintenant vivent en marge de la société, faisant partie d'une culture pionnière existant sur les franges de leur système stellaire, je veux dire. Dans ce futur, les 2 seules superpuissances restantes, les États-Unis et la Chine, ont fusionné pour former le gouvernement central appelé l'Alliance, dont la culture est une fusion des 2. Donc, ça fait bizarre, Isaac en chinois. Selon la vision de Whedon, rien ne changera dans le futur. La technologie progressera, mais nous aurons toujours les mêmes problèmes politiques, moraux et éthiques qu'aujourd'hui. Il n'y a pas tout à fait tort. Bon, la série, comme le film, tire leur nom du type de vaisseau dans lequel vivent les personnages. En effet, le Serenity est un vaisseau de classe Firefly qui ressemble de manière générale à une grosse luciole qui est appelée Firefly en anglais, et dont la section arrière, ressemblant à un abdomen bioluminescent d'insectes, s'éclaire durant les phases d'accélération. Le vaisseau lui-même est nommé d'après la bataille de la Serenity Valley, à laquelle le sergent Malcolm Reynolds et son second Zoe Ellen ont participé dans le camp perdant. Donc, les personnages principaux, nous avons Nathan Fillion, Malcolm Reynolds, ou Mal, le capitaine du Serenity, Gina Torres, qui est la seconde, Zoe Allen, Alan Tudyk, Alan Tudyk, Hoban Washburn, ou Wash, le pilote, Morena Baccarin, Inara Serra, compagne, qui a un métier entre la prostitution et l'accompagnement. Une affaire comme ça. Et la psychologie, c'est... faut le voir. Il faut voir ça. Nous avons une jeune Jewel State qui joue Kawinette Lee Fry. Kaylee.
c'est la mécanicienne. Adam Baldwin, Jane Cobb, un mercenaire. Shin Maher, Simon Tam, le médecin. Alice Summerglow, River Tam, la sœur de Simon, et un personnage plutôt, comment je pourrais dire, elle a des secrets bien cachés qui ressortent une fois de temps en temps. On fait une petite pause. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement une bonne raison. Bonne fête, mon amour. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. Encore tu La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Nous sommes de retour. J'avais marqué sur mon petit carton montée de lait. C'est pas vraiment une montée de lait, c'est un questionnement. C'est une affirmation. C'est une remarque. Moi, j'ai remarqué, il y a de plus en plus de films québécois qui sont primés, qui gagnent des prix à gauche et à droite. Le choix du public d'un tel festival, le choix du jury. Puis, je regarde ces films-là, puis non, c'est ça, là, il n'y a rien à s'acheter dans les murs, là. Comme le film qui a été tourné ici en région, qui a récolté des prix à gauche et à droite, puis là, qu'on n'entend plus parler. Pas vraiment, depuis que ça passait à super écran, puis que le Québec au complet l'a vu, et à l'extérieur du Québec, on n'entend plus parler. Le vendeur, qui a beaucoup de moments longs, qui a des scènes comme, on commence par la fin, on ne sait trop pourquoi. Des erreurs, il y a des erreurs de continuité, il y a des erreurs de... S'il aurait pris 30 secondes pour regarder dans les objectifs, il se serait rendu compte. Des erreurs de continuité, des erreurs de plan, des erreurs de composition. Puis, il y a des comités, il y a des festivals, ils sont tombés palmés bien raides sur ça. Puis, oh mon Dieu, quel beau film! Moi, je doute. Je doute maintenant de l'honnêteté de ces festivals, de l'honnêteté de ces gens-là. Moi, j'ai l'impression que si tu as les bonnes connexions, même si ton film est mauvais,
va être récompensé, va être nominé, va faire du bruit comme ça. Mais finalement, le film n'a rien d'épatant. C'est ça, moi, genre, comme un autre personnage que j'ai des doutes. Xavier Dolan. C'est tellement artistiquement, c'est tellement osé faire un film en carré. Wow! Regarde, il y en a qui ont la mémoire courte. Parce que ceux-là qui ont à peu près mon âge, ou un petit brin plus jeune qui sont nés dans les années 70, les téléromans faits par les deux grandes chaînes, ils étaient faits en carré. Vous vous souvenez des vieilles TV tubes? L'écran était en carré. Il n'y a personne qui était palmé devant ça. Hein, tu vas acheter la collection DVD Terre humaine. C'est en carré. Il n'y a rien d'énervant à ça. Alors pourquoi Xavier Dolan a droit à exciter tant le monde que ça? Moi, je doute. Parce que le petit gars a été élevé dans le milieu. Papa et maman sont derrière son petit gars. Puis il a appris la Bible de comment faire un film puis comment faire palmer les gens avec rien. Mamie, j'ai vu quelques extraits et puis non. C'est pas mon genre de film. Moi, les gens qui ont palmé sur le film en carré, là, regarde, non, c'est un gros téléroman projeté sur un écran. Revenez-en, là, ou l'autre film qu'il a fait là, à la ferme, on n'entend plus parler, là. Même, j'ai oublié le titre chez Charlie. C'est-tu Charlie à la ferme ou... Okay, bon. Non, moi... puis je trouve que c'est ça, là. Là, on en a trop, là, des gens qui vont dans des festivals parce qu'ils ont des connexions, puis du tricotage. Là, le film québécois là, a besoin de se réveiller. Là, ça va faire le tricotage d'aller chercher des prix, puis des choses comme ça, avant tout. Puis au diable, le public en général, faites donc quelque chose d'intéressant. Ou si vous voulez sortir de l'ordinaire, je ne sais pas, moi, le Québec est plein d'idées, est plein d'originalité, puis on dirait qu'on ne pige pas là-dedans. Moi, le dernier film québécois qui m'a touché, c'est Les Bonheurs de Pierre. C'était original. Il y avait un petit sens d'humour, mais aussi il y avait un sens de développement de relations humaines, des choses comme ça. Ça n'a pas gagné des prix à tout casser, mais ça a plu au public. C'est ce type de film-là qui devrait être exploité, et non les films à festival. Là-dessus, bonne fin de soirée, bonne fin de journée, bonne semaine, et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Avez-vous vu?
Le jour J, la plus grande offensive navale jamais entreprise. L'objectif des Alliés, percer le mur de l'Atlantique édifié par Hitler. La libération de l'Europe dépend de ce succès. Le Canada a pour mission de s'emparer de l'une des 5 plages ciblées au nord de la France. Les 3 corps d'armée s'entraînent pendant des mois. Les forces terrestres désignées pour prendre la plage d'assaut sont la 3e division et la 2e brigade blindée. Durant les manœuvres, on a compris ce qui nous attendait. Des troupes sans expérience allaient oser fouler le sol de l'Europe de Hitler. 6 juin 1944. Les Canadiens mettent le cap sur une bande de sable des côtes normandes, dont le nom de code est Juno Beach. Le jour J sera leur baptême du feu. L'ennemi arrose de ses balles les Canadiens qui descendent des barges d'assaut. Des hommes s'effondrent en voulant traverser la plage à découvert, mais le gros des troupes ouvre une brèche et vient à bout des barbelés. Il faudra 2 heures de violents combats pour briser la ligne de défense allemande. Le jour J met un terme à ce que beaucoup croyaient impossible. Les forces américaines, britanniques et canadiennes imposent leur présence dans l'Europe occupée. Les Canadiens avancent de 10 km dans les terres. C'est la plus grande percée de la journée. Comment ces hommes ont-ils réussi cette percée en territoire ennemi? Une seule réponse, le courage farouche de ces soldats extraordinaires.